bonjour à vous tous. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, l'économie en assurance santé, prenons-nous le mur ou existe-t-il d'autres solutions? Un sujet merci, très large. Aujourd'hui, deux invités d'honneur. Donc on a Mathieu Evy, directeur général de Génération depuis 23 ans. Je suis parti des meubles. C'est ça. En quelques chiffres, Génération, c'est 2,2 millions de bénéficiaires en santé, 1 million de salariés couverts en prévoyance, 1,3 milliard de prestations réglées en un an par an, et 1000 collaborateurs en France et au Portugal. On a également l'honneur d'avoir aujourd'hui Yann Quéré, qui vient avec une double casquette, celle d'administrateur de l'Institut des Actuaires et celui de dirigeant du groupe de protection sociale, Lourmel. Comment va se dérouler cette table ronde? Très simplement en 4 parties. Donc une première partie, on va effectuer donc un état des lieux. Le suivant, on va parler, comme nos prédécesseurs, des tables de l'innovation et des adaptations. Ensuite, l'accessibilité aux soins. Et bien évidemment, le rôle des acteurs qui sont présents aujourd'hui sur cette table ronde. Comment lancer le sujet? Je me suis posé pas mal de questions comment lancer le sujet parce que c'est un sujet qui est très large. C'est un sujet sur lequel on peut parler d'actualité, on peut parler de chiffres, on peut parler de cadre législatif. Je vais commencer par des chiffres dans le contexte post-pandémique où la santé mondiale a été mise à l'épreuve et les dépenses publiques de santé ont explosé. Aujourd'hui, pour avoir quelques chiffres, les dépenses de santé, ça représente 12% du produit intérieur brut en 2022, soit 240 milliards d'euros. Là, on a posé le décor. Ensuite, le cadre législatif, les prédécesseurs aussi en parlaient beaucoup, c'est important. Il y a des évolutions aujourd'hui qui sont significatives et surtout la récente loi de financement de sécurité sociale. Quand on a dit ça, on ouvre le débat. Ça fait plein de bonnes choses à discuter. Et on va commencer par un état des lieux. Je vais laisser la main d'abord à Mathieu sur cette première question. Quels sont les défis actuels pour l'économie de l'assurance complémentaire santé en France? Je te laisse soit peut-être représenter ou directement attaquer cette question. Bon, je vais attaquer la question. Pas être trop bavard, avec un prisme de gestionnaire santé sur les volumes que Yann évoquait. Donc nous, ce qu'on constate, c'est, voilà, comme vous pouvez le constater également sur vos portefeuilles, une forte consommation sur cette année 2023. Après un quadrimestre, on était à plus 9,6% de remboursement moyen. Ça s'est un peu tassé, mais quand même à fin août, on est encore à plus 7,2. Donc voilà, forte consommation avec des postes qui dérapent, la médecine douce à plus 11%, l'hospi, parce qu'il y a encore des phénomènes de rattrapage par rapport au Covid, on doit être presque à 8% de remboursement moyen. Donc voilà, du volume. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là encore, dans notre baromètre, ce qu'on constate, c'est que il y a bien un transfert du régime obligatoire vers le régime complémentaire. On y reviendra sur le 100% santé, c'est plutôt une réforme qui a amélioré l'accessibilité aux soins, mais elle est très majoritairement financée par les organismes complémentaires. Si je regarde juste le poste prothèse dentaire sur le panier reste à charge zéro, on est à 80% du remboursement assumé par le régime complémentaire. 20% pour la sécurité sociale. Et puis le troisième thème, ça fait un peu bateau, je vais pas y revenir, mais c'est l'avalanche réglementaire à laquelle nous sommes confrontés, le contrat responsable, le tiers payant généralisable ou généralisé, le 100% santé, enfin tout ça vient se cumuler, et je parle pas de la partie compliance. Voilà les trois défis auxquels les assurances complémentaires sont confrontées à mon sens. Comment on peut rebondir là-dessus? Yann, moi j'aurais une question pour toi. Tu vas sans doute reprendre ce que vient de dire Mathieu, mais comment l'instabilité réglementaire du secteur impacte-t-elle l'accès aux soins? Merci, vaste question. On pourrait disserter longtemps. Juste avant de répondre, quelques précautions oratoires. Tu as dit que j'intervenais avec une double casquette aujourd'hui, donc il faudra peut-être à chaque fois que je réponds, que je précise à l'auditoire avec quelle casquette je réponds. Évidemment, le risque de la schizophrénie plane.
entre l'actuaire qui mesure un certain nombre de choses, j'allais dire de façon extrêmement scientifique et objective, et puis le dirigeant d'un organisme assureur qui doit aussi prendre des risques, qui a des enjeux commerciaux à prendre en compte. Voilà, ça c'est une précaution. Deuxième précaution oratoire, qui est un élément de contexte. Le débat, il se situe aussi dans une période où pendant, on va dire, un an, en Covid, alors même que je pense que la complémentaire santé avait été consumérisée et vu comme un produit de consommation au moment de la généralisation de la complémentaire santé à partir de 2016, on s'est retrouvé en période Covid avec l'impossibilité de consommer. Hein. Alors sur les biens de consommation courante, on arrivait encore à se faire livrer par Amazon. C'était un petit peu plus difficile quand on devait engager des soins dentaires ou des consultations médicales. Donc évidemment, on sort d'une période, alors, si c'est un petit peu loin derrière nous maintenant, qui a brouillé les cartes et qui a quand même perturbé les éléments d'observation sur l'année 2021-2022. Voilà. Alors sur l'instabilité réglementaire, là je peux parler avec les deux casquettes, elles sont convergentes. On se retrouve un peu dans des injonctions contradictoires entre le fait de devoir innover et puis de se mettre en conformité. Et alors là, avec la casquette d'actuaire, un point qui est important, c'est que on aime bien mesurer, on nous attend d'ailleurs là-dessus, mais on aime bien mesurer a priori, pas a posteriori. Ça, on laisse ça aux contrôleurs de gestion, c'est un beau métier aussi, mais c'est pas la même chose. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que l'instabilité réglementaire, elle arrive à des périodes où on a assez peu l'occasion d'anticiper. Et donc, on découvre parfois un peu durement ce qui va nous tomber sur le coin de la figure dans les mois qui suivent, avec des investissements informatiques associés. Les gestionnaires vont pas me contredire, je pense. Donc, qui sont aussi consommateurs de ressources. Donc, je sais pas si ça répond tout à fait à la question de est-ce que l'instabilité réglementaire permet d'accéder aux soins. Cette instabilité, elle est souvent présentée par les pouvoirs publics comme étant un point de favorisation, on va dire, de remboursement de telle ou telle garantie. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui elle soit réellement pensée sur l'accès aux soins. Alors il y a des contre-exemples. Le 100% santé a permis de mettre à jour le besoin en audiologie, et donc ça c'était un objectif assumé, et je pense que tu pourras nous donner quelques chiffres. Ça a évidemment rempli son objectif, mais il y a un certain nombre d'autres phénomènes qui sous couvert d'évolution positive pour le consommateur, si j'ose dire, sont un petit peu contre-intuitives. La résiliation infra-annuelle, typiquement, elle incite à des comportements opportunistes, et donc elles vont pas du tout dans le sens de la maîtrise du prix, par exemple. L'instabilité fiscale, évidemment, quand une partie de la cotisation est taxée, on peut se poser souvent la question à qui profite le crime. Voilà, on déporte de la charge, on dit surtout n'augmentez pas les prix, mais finalement quand ils augmentent, ça fait rentrer dans les caisses. Voilà, donc voilà, je pense fondamentalement pour la question est bien posée, mais la façon dont ce sujet de l'instabilité réglementaire est traité aujourd'hui par ceux qui nous régulent, on va dire, ne me semble pas être réellement pris sous l'angle de l'accès aux soins. Non, mais merci pour cette réponse très claire. On a le volet innovation aujourd'hui qui est très important. On en a parlé toute la journée. Moi, j'aurais une question pour vous, messieurs. Comment votre entreprise aujourd'hui innove-t-elle pour répondre aux défis économiques et sociaux actuels? Je vais prendre toujours ma casquette et mon prisme de gestionnaire de contrats santé. On a aujourd'hui trois défis. Le premier, bien sûr, c'est la tension sur les prix, c'est l'inflation, c'est le pouvoir d'achat. Le deuxième, c'est la complexité réglementaire, construction des contrats et autres. Et puis un troisième qui est en fait le pendant de cette complexité, c'est les attentes de nos assurés qui consomment pas que de la santé, ils consomment aussi d'autres choses. Ils tirent leurs habitudes maintenant de ce que proposent les GAFA avec de l'immédiateté, de la simplicité. Donc ça fait
pas mal de défis à relever. Alors bien sûr sur les remboursements, on accélère, on digitalise, possibilité de nous envoyer des photos pour rembourser rapidement. Le tiers payant, on a aujourd'hui plus d'un acte sur deux qui sont traités en tiers payant, donc tout ça facilite l'accès à la santé. On a ensuite bien sûr des sujets autour de l'omnicanalité avec des réponses sur le web, le mobile. Chez Génération, on a 12 millions de connexions sur nos extranets pour 1 500 000 appels. Donc, on est quasiment à un ratio de 1 sur 10 entre les appels téléphoniques et les consultations, et 2 tiers de ces consultations sur nos extranets sont faites à partir du mobile. Donc on a vraiment une recherche, une attente sur le digital, et cette fameuse simplicité, cette fameuse accessibilité qui est pas toujours possible. Il y a des choses qu'on peut rendre simples. Un tableau de garantie aujourd'hui, t'en parlerais mieux que moi, mais vu toutes les contraintes que le législateur a mis en place, tous les verrous, les plafonds, les planchers, c'est super compliqué de le rendre lisible pour un assuré. Voilà. Et puis bien sûr, reste toujours l'humain, parce qu'on est sur une matière qui est au cœur des problématiques d'un assuré, de sa famille. Donc voilà, je parlais de Génération Accueil, 1 500 000 appels. Voilà, c'est aussi indispensable de garder ce contact dans cette omnicanalité. Alors, du point de vue de l'assureur, la capacité d'innovation, pour moi, elle est beaucoup plus réduite. La généralisation de la complémentaire santé en 2016, en gros, on nous donne un cahier des charges qui est déjà ficelé. Donc, alors soit on s'inscrit strictement dans ce cadre, soit on améliore un petit peu, mais ça reste très très encadré. Alors, pour ceux qui pratiquent l'assurance santé depuis, on va dire quelques dizaines d'années, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a commencé à différencier les garanties selon les dioptries ou le défaut visuel, on appelait ça garantie innovante. Donc là, on avait une première approche qui était intéressante d'adaptation finalement de la réponse aux besoins. Alors maintenant, il y a toujours un petit peu ça, hein, c'est pris en compte dans les grilles du panier de soins 100% santé. Mais fondamentalement, on voit bien que si on veut sortir de ce cadre-là pour être vraiment plus fin dans la façon d'adapter nos garanties aux réels besoins des personnes, on va sortir du cadre du contrat responsable. Et on se prend 5 points de taxe au passage. Donc, je dis que la capacité d'innovation, encore une fois, un petit peu limitée. Et je crois fondamentalement qu'aujourd'hui, elle réside beaucoup plus dans la performance de la gestion que dans l'innovation assurantielle et d'ingénierie de produits en tant que telle. Et tout ça dans un cadre où la conformité ne faiblit pas. C'est sûr que nos énergies sont pas toujours mises vraiment dans la réponse aux besoins du client, et c'est dommage. Mais bon, voilà, on arrive quand même à sortir un petit peu de ce cadre-là. Il y a un autre enjeu autour de l'innovation, c'est évidemment l'accès à la donnée pour pouvoir réaliser ces analyses et pour pouvoir être affûté finalement sur notre connaissance du besoin client. Et là, sur l'assurance santé, on rencontre un deuxième écueil. Le deuxième écueil, c'est que, alors je parle pas de RGPD parce que RGPD c'est un faux vrai problème. Ça n'empêche pas grand-chose en final. Il faut juste faire les choses plus sérieusement, et ça c'est très bien. Le vrai sujet, je pense que c'est un sujet de mentalité. Si on revient, alors je crois que c'était en 2014, mais mes dates sont peut-être pas tout à fait justes, le ministère de la Santé avait lancé une enquête sur l'acceptabilité des Français à ce que leurs données de santé puissent être utilisées pour améliorer, on va dire, leur accès aux soins, l'accès aux services au sens large. Et ils avaient assez massivement répondu, pas de problème, on est d'accord, sauf aux assureurs. Alors, la question a été posée de façon assez dirigée, donc on connaissait déjà la réponse. Mais voilà, c'est assez symptomatique. C'est-à-dire que là où on pense qu'on pourrait innover parce que on aurait de la pertinence à adapter nos garanties à la réalité de la consommation, on est coincé. Donc désolé, je réponds un peu dans une impasse sur ce sujet-là. Merci Yann pour cette réponse très claire. On va passer du côté accessibilité aux soins. J'ai 2 questions pour vous. Je vais poser la première, qui est comment garantir un accès équitable aux soins pour tous les assurés, indépendamment de leur statut
économique. Je laisse la parole à Mathieu. Alors, sur le sujet, d'abord, on peut dire que la réforme du 100% santé a donné certaines accessibilités justement aux soins. Moi, j'ai un prisme plutôt assurance collective, donc des contrats plutôt haut de gamme. Malgré tout, il y avait sur certains postes une réticence à consommer parce que les remboursements étaient peut-être pas suffisants, peut-être aussi des questions sur la qualité. On parlait tout à l'heure de l'audioprothèse, effectivement, ça a bondi. 2020, mise en place du 100% santé. On a comparé entre les 2019 et 2021. 2020 étant un peu atypique avec le Covid, on est sur du plus 77% de consommation en audiologie. Donc très clairement, la réforme a pris vite et on est encore en plus 11% de consommation d'audiologie entre 2021 et 2022. Donc voilà, typiquement un acte sur lequel il y a eu voilà une avancée dans l'accessibilité. Je dirais qu'au-delà des garanties, ces contrats collectifs offrent également un panel de services assez large, qualitatif. Je pense notamment tout ce qui est deuxième avis médical, orientation vers les bons services ou les services spécialisés sur des pathologies un peu particulières. Voilà, donc on voit quand même que l'assurance complémentaire ne vit pas sur ses acquis, elle innove. Certes, les garanties sont encadrées, mais à côté des garanties, il y a aussi plein d'autres services qui sont mis en place, qui sont plus facilement accessibles. Alors, le gestionnaire a un rôle justement de bien pousser la bonne information au bon moment pour que voilà l'assuré profite pleinement de cette gamme de services. Merci, je te laisse continuer sur cette même question, Yann. Oui, il y a un point qui est assez sensible pour moi, c'est le piège de la simplification, si j'ose dire. Je suis très très favorable évidemment à ce que les process soient fluides pour tous les utilisateurs. Le risque par exemple d'un tiers payant, j'allais dire généralisé sur l'intégralité des postes et qui ne soit pas réellement perçu, c'est que d'un bien de consommation, puisque c'est devenu un bien de consommation, la mutuelle santé, qui en plus va devenir gratuit parce qu'il n'y a plus aucune avance de frais. Je pousse le bouchon un peu loin. Quelle valeur pour ça finalement dans la perception de Monsieur Tout le Monde. Voilà, donc ça m'inquiète un petit peu parce que comme le débat, comme on l'a dit tout à l'heure, revient assez régulièrement un peu tout de suite sur le prix, quelque chose qui est gratuit n'a plus de valeur. Donc je pense qu'il faut peut-être penser le sujet du tiers payant peut-être un tout petit peu différemment et qu'effectivement sur des sommes importantes une avance avec c'est compliqué. Par contre, je pense qu'une performance accrue sur un délai de remboursement, c'est peut-être plus pertinent d'un point de vue pédagogique presque dans l'utilisation du service, plus que de faire disparaître en fait le prix des choses. Après, on peut compléter. Hein, je pense que oui, ça va rejoindre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. L'accessibilité aux soins, c'est aussi tous les services, c'est aussi la prévention. J'en ai pas beaucoup parlé tout à l'heure, on en a un petit peu parlé. Là aussi, la prévention, on est très incité par les pouvoirs publics. Je dis les porteurs de risques. Hein, c'est vrai pour les mutuelles, les sociétés d'assurance, les institutions de prévoyance. Et en même temps, la prévention, c'est du long terme. Et on va chercher à faire disparaître le risque demain. Donc mesurer ce que ça peut rapporter en termes de retour sur investissement sans pouvoir y mettre finalement un chiffrage, puisque par définition on va essayer de faire disparaître l'assiette de ce chiffrage, c'est un petit peu compliqué. Et donc pour moi la prévention c'est typiquement le genre de choses qu'il ne faut pas laisser que au secteur privé, puisque le secteur privé, c'est pas du tout une critique, normalement va essayer d'associer un business model à la mise en œuvre de quelque chose. Et alors là, encore une fois, injonction contradictoire. Les assureurs, à un moment donné, il a été question de nous empêcher de faire notre métier, puisqu'il était question d'une grande sécu. Par contre, on était attendu sur la prévention. Et dans le même mouvement, les mêmes refondent complètement la médecine du travail, qui, pour les salariés d'entreprise, pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas pour les salariés d'entreprise, est normalement le premier endroit de la prévention. No comment.
Merci Yann. Une question sur le même sujet, toujours l'accessibilité aux soins. Existe-t-il des initiatives visant à rendre les assurances santé plus accessibles sans compromettre la rentabilité des entreprises? Mathieu, je te laisse la main. Alors oui, on vient d'évoquer le sujet de la prévention. Voilà, c'est certainement une voie sur laquelle on peut tous investir avec cette question du ROI. Il y avait aussi la question du frein culturel. En France, on n'est pas très pro prévention. On était beaucoup dans le curatif. On voit que ça bouge. Notamment sur le dernier baromètre, on voit les actes de diététique qui explosent à plus 11%, la parodontologie également, qui est dans le domaine dentaire certainement à classer dans les actes de prévention. Donc voilà, ça prend, donc il faut certainement continuer et bien sûr restera toujours la question du ROI. Le deuxième axe sur lequel on peut intervenir, c'est celui de la fraude, avec ce que nous permet la data, les nouvelles technologies comme l'IA. Effectivement, on déploie aujourd'hui un certain nombre de requêtes qui nous permettent d'aller à la fois chercher des fraudes, mais aussi plus majoritairement des erreurs de facturation, que ce soit au niveau des hôpitaux par exemple ou de la sécurité sociale. Voilà, ça permet aussi de travailler sur l'économie des contrats. Les contrats collectifs sont plutôt des contrats qui sont tendus par définition, ils sont plutôt bien négociés par les intermédiaires auprès des porteurs de risques. Donc voilà, tout ce qu'on peut gagner à travers la fraude ou les erreurs de facturation, c'est d'autant d'argent qui est réinvesti, je dirais, dans la bonne utilisation, qui est remboursé des frais de santé. Nous, on n'a pas cette capacité d'aller bien sûr développer tous les sujets. Donc là, typiquement, on va recourir à des startups qui se sont focusés sur un sujet, qui maîtrisent parfaitement à la fois la technologie, les parcours, et qui vont nous faire gagner du temps et en les agrégeant à nos services. Merci Mathieu. Le dernier sujet qui va être le rôle des acteurs aujourd'hui présents. Et moi j'ai une question pour vous messieurs, c'est en tant que directeurs généraux, comment percevez-vous le rôle de votre entreprise dans la construction d'une économie de l'assurance santé pérenne? Question ouverte. Alors moi, je considère que en tant que voilà, gestionnaire, on a trois rôles. Le premier, bien sûr, c'est de rembourser vite, c'est d'assurer un certain niveau de tiers payant. Je sais qu'on n'est pas complètement d'accord, mais voilà, ce rôle social, économique du gestionnaire. On a un rôle également autour de la compréhension du système. On parlait beaucoup de complexité. Il faut qu'on rende simple cette matière, peut-être aussi simple que l'utilisation d'un smartphone où on n'a pas toute une notice à lire avant d'utiliser. Pour le parcours de soins, il faudrait lire la notice avant de l'utiliser. Donc, je pense que là, on doit nous pouvoir mettre à disposition les outils, les simulateurs, les extranets qui permettent justement cette compréhension du système. Et puis, je parlais tout à l'heure de la richesse des services qui sont proposés tant par le gestionnaire que par des acteurs auxquels on est associé. Ça peut être le porteur de risque, ça peut être le courtier, ça peut être une start-up. Notre rôle, c'est justement de bien agréger tous ces services, de bien les associer et de les pousser au bon moment quand l'assuré en a besoin. Je suis hospitalisé, j'ai ma garantie santé, je demande une prise en charge pour pas avoir à avancer les sommes. Et en même temps, mon gestionnaire me rappelle que j'ai une garantie assistance qui permettra à mon retour au domicile la prise en charge, par exemple, de frais de garde ou de frais de ménage et autres. Voilà. Donc les contrats sont riches, les garanties d'assistance, les garanties annexes, tout ça c'est important et c'est souvent assez méconnu au niveau de l'assuré. Donc on a coutume de dire qu'on a trois valeurs, celle d'expert, parce que le métier technique, la valeur de simplicité, on doit rendre les choses simples, et puis également bienveillant. Alors le mot est un peu galvaudé, mais dans un monde d'assurance hyper réglementé, contrôlé, processé, c'est aussi inculquer à nos équipes la capacité à faire le pas de côté, parce qu'on est sur de l'humain, tout peut pas être mis en équation.
Donc il faut savoir être à la fois, je dirais, des gestionnaires de tête, rationnels, et en même temps des gestionnaires de cœur. Merci Mathieu. Alors, c'est une transition qui me va très bien, Mathieu, parce que effectivement, là, je réponds avec la casquette de dirigeant d'un groupe de protection sociale. Euh, Nous, ces valeurs-là, c'est nos valeurs fondatrices. On a été créé par les partenaires sociaux après-guerre. Alors, partenaires sociaux, c'est pour ça que vous me voyez peut-être un peu revendicatif, parce que je côtoie nos amis syndicalistes à chaque conseil d'administration. Voilà, 70 ans d'existence fondée sur ces valeurs-là. Donc pour moi, un des enjeux, c'est qu'on puisse jouer notre rôle et qu'on le fasse au juste prix, mais au juste prix perçu. Euh, et donc, c'est vrai que là, je reprends ma casquette plus d'actuaire. C'est-à-dire que ce juste prix, on peut le calculer uniquement si on n'est pas dans une instabilité permanente qui nous oblige, hein, de par la réglementation d'ailleurs, à avoir des marges de sécurité dictées par des normes européennes, type solvabilité 2, et j'en passe. Et donc là-dessus, un peu plus de concertation de la part de tous les acteurs pour agir sur le système de façon à ce que notamment les chiffrages puissent être faits ex ante et pas ex post, ça me semble assez intéressant. Euh, alors du coup, je vais en profiter pour citer quelques chiffres qu'on n'a pas cités tout à l'heure. Le PLFSS 2024, il y a un certain nombre de mesures de désengagement de la sécurité sociale, on les attendait pas. On les attendait pas parce que l'année d'avant, on nous avait dit qu'on allait tout mettre dans la sécu. Donc, vous voyez, c'est quand même, on passe du coq à l'âne. Et ben mine de rien, diminution du ticket modérateur en dentaire, c'est 1 point et demi selon nos chiffrages au niveau de l'Institut actuaire. La révision sur les consultations, ça pourrait aller jusqu'à un demi-point. Les conventions kiné, orthophonistes, etc., un demi-point. Les dommages collatéraux de la réforme des retraites, on n'en parle pas, on a parlé de la réforme des retraites, ça a été très cristallisé sur l'âge, voilà, d'un point de vue, on va dire, employabilité, etc. Mais le raisonnement est simple. Vous avez une personne qui va rester 2 ans de plus dans une entreprise, potentiellement. Mécaniquement, vous voyez bien que l'âge moyen du groupe assuré en collective, il va progressivement, il va glisser. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous expliquer que le risque santé augmente avec l'âge. Donc voilà. Et en même temps que ça, alors malgré les contentions de la loi E20, etc., vous allez avoir quelqu'un qui va basculer dans le monde de l'assurance individuelle retraitée 2 ans plus tard. Donc la marche, là aussi, elle risque d'être assez dure à franchir. Donc voilà. Donc si on parle vraiment, si on ramène le débat au prix, il y a des sujets d'anticipation pour le prix, mais finalement, je pense que globalement, il y a une nécessité d'anticiper davantage les réformes, et ça, c'est très franco-français. On réforme beaucoup ce qui marche. On devrait passer peut-être plus de temps à réformer ce qui marche moins et à discuter sur ce qui marche bien, mais comment on pourrait le faire marcher encore mieux. Ça, pour moi, c'est un vrai enjeu. Et là-dessus, à la fois les représentants des porteurs de risques, mais également l'Institut actuaire, puisque là, je parle vraiment avec les deux casquettes, on a les moyens d'apporter au débat de façon collective, avec une vision relativement neutre également. Au passage, je le dis, l'Institut actuaire, c'est une association qui est reconnue d'utilité publique. Donc, on trouverait dommage que les pouvoirs publics n'utilisent pas cet outil. Merci Yann. On en arrive bientôt à la conclusion. Moi, je vous ai bien écouté et j'ai noté quelques mots qui sont ressortis plusieurs fois. Prévention, lutte contre la fraude, responsabilité, rôle de l'État, simplicité, expert, bienveillance, le juste prix qui est ressorti aussi plusieurs fois, anticipation des réformes. On a parlé aussi beaucoup d'innovation, d'IA. En synthèse et en perspective, comment est-ce qu'on voit l'avenir aujourd'hui avec n'importe quelle casquette que vous souhaitez avoir aujourd'hui sur cette réponse. Je ne me mouillerai pas pour ma part, mais voilà, je vous laisse conclure ce débat en laissant l'honneur à celui qui le souhaite. Alors si j'ai un souhait, peut-être oui, une meilleure concertation, une meilleure anticipation.
parce que derrière toutes ces réformes, il y a des investissements en système d'information, ça prend du temps. On a passé quelques nuits blanches sur le contrat responsable, sur le 100% santé, donc avec un plus d'anticipation, ça passerait mieux. Un souhait peut-être d'une plus grande stabilité, ça permet de se projeter. Je pense que tout ce qui concerne la santé, on est sur du temps long. Parler de prévention, il y avait certainement un frein culturel à faire basculer. Je pense il est en cours, et il y a plein d'autres sujets comme ça où je pense que les Français ont besoin de stabilité, justement pour bien maîtriser le système et en profiter pleinement. Je crois qu'on a un très beau système. On parlait tout à l'heure des équipes de génération qui sont aussi au Portugal. On peut comparer voilà les deux pays qui sont très très proches, mais qui ont fait des choix en termes d'assurance santé radicalement différents. Croyez-moi, voilà, le système français est un très très beau système. Je rejoins ce côté aspirationnel. C'est un beau système, et ça fonctionne. Donc l'assurance complémentaire a un vrai rôle à jouer. On a une approche aussi qui est parfois différente de celle du régime de base. Donc il y a une vraie articulation à trouver, des synergies, davantage le dialogue. Je pense qu'il faut aussi revenir peut-être à certains fondamentaux et peut-être remettre de la pédagogie dans ces systèmes qui ont parfois été un peu plus démagogiques que pédagogiques. Je prends un exemple très terre à terre, mais qui va parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une boîte de paracétamol, ça coûte à peu près 3 €, je crois. On peut être tenté de passer chez le médecin pour se la faire prescrire, en espérant du coup être remboursé. Donc au passage, on va engager donc 25 € de consultation, dont on va être en partie remboursé évidemment par le régime obligatoire, mais également par sa complémentaire. Si on rajoute le remboursement de la boîte de médicaments et qu'on y met les frais de gestion, les taxes, eh bien, en réalité, le coût au final que vous allez payer via votre cotisation mutuelle de cette boîte de paracétamol, c'est 11 €. Donc présenté comme ça, on se pose la question différemment. Alors je ne dis pas qu'il faut pas aller consulter le médecin, qui parfois ne vous prescrira qu'une boîte de paracétamol, et c'est tant mieux, ça veut dire que vous allez plutôt bien. Mais voilà, il y a aussi des comportements sur lesquels il faut agir, mais pour ça il faut l'expliquer. Voilà, donc ça c'est vraiment un autre point inspirationnel. Et l'autre point, c'est aussi enfin, tout le principe de l'assurance est quand même basé sur des principes de mutualisation, donc des principes collectifs, même si on adhère individuellement. Et voilà, on a différentes formes de complémentaires santé. Elles peuvent être négociées au niveau de l'entreprise, ou elles peuvent être souscrites volontairement par chaque individu. Malgré tout, derrière ça, il y a une vision collective des choses. Et si on veut que ce système n'aille pas dans le mur, il faut réaffirmer ces points-là, plutôt que de surfer sur la vague de l'individualisation, parce qu'évidemment, si chacun veut payer le prix de son risque à soi, qui a une boule de cristal pour savoir réellement combien il va coûter? Personne. Bien, merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si dans la salle, c'était peut-être pas prévu, mais s'il y a peut-être des questions, je te laisse peut-être reprendre la main là-dessus. Oui, s'il y a des questions, on a encore le temps. Je pense que c'était très très clair et très intéressant. Merci beaucoup à vous. On peut les applaudir.